Donc du coup, on va commencer. Donc aujourd'hui, ça va être une conf un peu droit et santé publique. Alors il faut savoir que je maîtrise pas tous les sujets, donc je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes vos questions sur le domaine. Et du coup, c'est une conférence que j'ai très orientée côté QCM, en prenant des QCM d'anal. Il y en a quelques-uns que j'ai inventé aussi quand ça manquait un peu de matière. Et je vais essayer de vous donner un peu des notions clés à au moins à retenir pour le concours et aussi pour vos futurs métiers, parce que ça reste quand même un domaine qui est très important et qu'on utilise au quotidien à l'hôpital. Donc, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à prendre le micro, à prendre la parole, à participer. Les QCM sont pas sur Book cette année parce que j'étais un peu dans le rush, je dois vous avouer, pour la conférence. Donc, du coup, ça sera une participation par écrit et pas dans le chat. Donc du coup, au concours, le droit et la santé publique, c'est 9 items qui sont présents dans la section 3. Donc tout ce qui touche aux surveillances sanitaires et aux vigilances, à la prévention et à la promotion de la santé, la politique vaccinale, tout ce qui est conduite addictive, les médicaments et dispositifs médicaux, tout ce qui touche aux établissements de santé, aux structures et aux PUI, le droit des patients, risque iatrogène et nosocomial, même si c'est un item qui se rattache aussi beaucoup au côté infectiologie au final. Et après, tout ce qui est risque sanitaire lié aux caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des eaux. Donc ça, autant vous dire que c'est un peu l'item carnage souvent, parce que c'est... Nous, personnellement, à Toulouse, on n'entend pas trop parler. Et il y a quand même pas mal de QCM dessus, finalement. Donc du coup, on va commencer par le premier item, donc les surveillances sanitaires et les vigilances, définition, objectifs et organisation. Donc il faut savoir que c'est vraiment l'item phare au concours. Il tombe énormément en QCM. Les pièges sont toujours les mêmes. C'est ça qui est cool, par contre. Et les QCM, vous allez voir, tournent toujours autour des mêmes thèmes, notions clés à connaître. Donc on commence. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est exacte? Les obligations des professionnels de santé comprennent notamment le devoir de signaler au laboratoire exploitant certains effets indésirables, le devoir de signaler au CRPV les effets indésirables rares ou très rares, le devoir de signaler immédiatement au CRPV tous les effets indésirables suspectés, le devoir de signaler au CRPV les cas de pharmacodépendance grave ou certains effets indésirables dans un délai de 15 jours. Oh, réponse C, oui. Alors, est-ce que quelqu'un sait du coup quelles sont les obligations des professionnels de santé en matière de signalement des effets indésirables, d'un point de vue sur la pharmacovige? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par professionnel de santé? Est-ce que tout le monde est visé ou est-ce qu'il y a que certaines classes? Alors, tous les effets sont à déclarer, en effet, dès qu'un effet est suspecté, ils doivent être déclarés immédiatement. Mais du coup, est-ce que cette phrase-là concerne vraiment tout le monde ou vraiment une part des professionnels? Médecin, pharmacien, fermier. Alors, médecin, pharmacien, oui. Sage-femme, dentiste aussi. Alors, il faut savoir que du coup, ceux qui ont une obligation de signalement de tout effet indésirable suspecté, c'est médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et pharmacien. Après, tous les autres professionnels de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui pourrait être susceptible d'être dû à un médicament doivent faire cette déclaration auprès du CRPV. Mais l'obligation n'est pas la même du coup que le corps de professionnels. Et du coup, pour petite anecdote, peut-être que tout le monde ne sait pas trop comment ça se signale. Il faut savoir à une époque, on utilisait les feuilles CERFA, donc tu faisais une déclaration par écrit que tu envoyais en PDF par lettre et qui se perdait. Maintenant, en fait, les déclarations se font en ligne et du coup, ils te posent tout un tas de questions, tu remplis et comme ça arrive directement chez eux. Enfin, directement au CRPV dont dépend ta région. Et après ça, une fois que le CRPV a traité, ça remonte dans les instances telles que la NSM. Et du coup, c'est fait quand même des énormes bases de données qui sont exploitables et il faut savoir que c'est des bases de données qui peuvent être connectées aussi à l'international. Donc c'est cool parce que ça permet de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'eux aussi ont connu les mêmes effets indésirables, à quelle fréquence, etc. Est-ce que cette notion est OK pour tout le monde du coup? La suivante. Ah non, non, désolée. Donc la suivante, c'est celle du concours blanc de cette année, donc du coup que j'avais écrit. Donc quelles étaient là où les réponses qui étaient exactes concernant du coup tout ce qui était déclaration des effets indésirables.
Donc A, la méthode de Bégaud est utilisée dans les CRPV en France. La méthode de Bégaud combine des critères d'imputabilité sémiologique, chronologique et bibliographique. Les médicaments dérivés du sang sont dans le champ de la pharmacovigilance. Les médicaments à usage vétérinaire sont dans le champ de la pharmacovigilance et seuls les pharmaciens, les médecins, les dentistes et les sages-femmes peuvent déclarer. Donc du coup, qu'est-ce que vous en dites? A, B, C. A, B. Alors Roman, pourquoi la C te dérange? Donc oui, les bonnes réponses, c'est bien A, B, C. Alors non, fais gaffe. Et là, c'est typiquement le piège qu'il y a au concours, c'est qu'il ne faut pas confondre les produits labiles sanguins, les PSL, qui sont sous le champ de l'hémovigilance, et les médicaments dérivés du sang qui sont, eux, sous le champ de la pharmacovigilance. Il faut savoir que ça, c'est vraiment le piège, surtout vous le notez partout, c'est le piège classique des QCM au concours. Ils essayent à chaque fois de vous avoir dessus. Donc si vous voyez médicaments dérivés du sang, c'est pharmacovigilance, pas besoin de se poser de questions. Donc du coup, les bonnes réponses étaient bien A, B, C. Donc la méthode de Bégaud, qui a peut-être changé de nom, mais c'est plus ou moins, normalement c'est plus ou moins le nom qu'elle porte. Elle est utilisée dans tous les CRPV en France, elle est même obligatoire à l'échelle nationale du coup. Ça permet en fait d'harmoniser les pratiques, de les standardiser et d'être reproductible entre les différents CRPV. Donc il faut savoir que c'est une vieille méthode qui date des années 70, soit 80 si je dis pas de bêtises, et qui du coup repose sur des critères intrinsèques, donc chronologiques, sémiologiques, et extrinsèques, bibliographiques. Donc en fait, en combinant tous ces critères, on peut dire ou non, est-ce que c'est imputable ou est-ce que ce n'est pas imputable au médicament, l'effet indésirable qui a été déclaré par le professionnel de santé. Donc les médicaments à usage vétérinaire sont bien dans un champ de la pharmacovigilance, mais pas de la pharmacovigilance humaine. Et en fait, il faut savoir que l'ANSES donc, gère la pharmacovigilance vétérinaire qui, elle, est bien à part de la nôtre. Ça aussi, c'est un autre piège qui s'amuse à faire au concours. Mais bon, comme on vient de voir précédemment, d'autres professionnels de santé ont le droit de déclarer les effets indésirables. Y compris les patients d'ailleurs. Ça, il ne faut pas hésiter des fois à le rappeler aux patients que s'ils ont l'impression d'avoir un effet indésirable dû à un médicament, qu'ils n'hésitent pas à le déclarer aussi au CRPV, ils en ont tout à fait le droit. Alors la D est fausse parce qu'en fait, les médicaments à usage vétérinaire sont bien sous le champ d'une pharmacovigilance, mais de la pharmacovigilance de vétérinaire qui est en fait sous la responsabilité de l'ANSES et non de l'ANSM comme est la nôtre côté médicaments humains. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe parce que je sais qu'il y a beaucoup de pièges aussi dans les QCM avec l'ITMC, c'est les deux trucs où ils aiment bien vous avoir. Alors l'homéopathie, Aya, c'est la pharmacovige qui en a la responsabilité. Donc on continue. Le Centre régional de pharmacovigilance est compétent pour étudier l'imputabilité des effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments en ATU, les médicaments homéopathiques, les produits labiles dérivés du sang, les préparations magistrales et les patchs anti-tabac. Du coup, ça, Aya a donné une partie de la réponse. Qu'est-ce que vous en dites? B-E, A-B-D-E, ouais. A-E. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, pas la C. Oui, Roman. En effet, pas la C. A-B-D-E. Alors, sachez que c'est un cas d'anal, enfin un QCM d'anal que du coup je n'ai pas modifié. Les ATU n'existent plus. Les RTU n'existent plus non plus depuis juillet 2021. Et ça d'ailleurs, je vais revenir dessus à un moment donné quand on va passer sur les médicaments, parce que c'est peut-être une notion qui est très importante à avoir. Pas forcément spécifiquement pour le concours, mais surtout pour la pratique professionnelle. Donc les bonnes réponses, c'était A, B, D, E. Donc du coup, voici la liste du champ de compétences de la pharmacovige, donc qui gère tous les médicaments à usage humain avec les AMM ou les accès compassionnels précoces, les médicaments de radiopharmaceutique, les médicaments stables dérivés du sang, tout ce qui est préparation magistrale, hospitalière, officinale, les matières premières, l'homéopathie, les produits
anti-tabac, les produits de thérapie cellulaire et génique et les insecticides et acaricides appliqués sur l'homme. Donc ça, très franchement, si vous devez je vais y arriver, retenir un truc phare, de cette enfin de l'item, de la surveillance, c'est vraiment le champ d'action de la pharmacovige parce qu'il pose énormément de questions dessus et une fois que vous connaissez la liste, après vous pouvez plus vous faire piéger et vous gagnez 2 points au concours, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce qu'il y a des questions? Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je ralentisse le débit ou autre, c'est vrai que, je suis un peu speed ce matin. OK, bah nickel. Surtout si vous avez des pour les médicaments en AAC. Oui. Ah du coup, ils rentrent sous le domaine de la pharmacovige. Ça, c'est les ex, ATU, RTU et en cas d'effet indésirable, on doit quand même, les déclarer. Donc là, on va retomber un peu plus sur le côté des définitions. Alors AAC, c'est les accès, compassionnels et les accès précoces. Vous en faites pas, je vais revenir dessus. Donc parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Un effet indésirable inattendu se définit par CDE, rapport aux informations validées par l'ANSM, aux informations disponibles dans le Vidal lorsque le médicament y figure et aux informations disponibles sur la notice du produit. CDE, oui, je suis totalement d'accord. Est-ce que quelqu'un connaît la définition d'un effet indésirable inattendu? On l'attend pas. Merci Amandine. On l'attend pas, mais en fait, on se base surtout sur quoi? Pour dire que EI dont on n'a aucune info, qui ne figure pas dans le RCP. Oui, c'est totalement ça. Ah! Donc c'est un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspond pas aux informations qui étaient contenues dans le RCP. Donc il faut savoir que le RCP après est fait, par rapport au dossier d'AMM qui a été déposé par le laboratoire. Donc validé après par l'ANSM et cetera. Est-ce qu'il y a un type de vie qui se définit par sa fréquence? Bah, les effets indésirables tout court, en fait, des médicaments. Je ne sais pas si tu t'es amusé un jour à regarder, dans la base de données publique, tu verras que des fois, il y a des énormes tableaux très fréquents, fréquents, peu fréquents, rares, indéterminés et par sa modalité d'apparition. Bah, pareil, ça doit être c'est un effet indésirable classique. Est-ce que, par exemple, il va apparaître parce que tu l'as couplé à un autre médicament, ce qui est, par exemple, le rash avec pénicilline et le BV, tu vois? C'est une modalité d'apparition pour qu'il puisse apparaître. Ah non, il y a pas de nom de particulier à ma connaissance. Alors peut-être que je dois t'avouer qu'après mes compétences en sur ce domaine sont limitées, mais pour moi non, j'ai jamais entendu parler de nom particulier. Alors il faut Victoire du coup, il faut savoir qu'en tant que nous pharmaciens, en fait, se doit de signaler tout effet indésirable qui est suspecté chez un patient, qu'il soit grave ou pas grave, qu'il soit fréquent ou pas fréquent. Pareil pour les médecins, les sages-femmes et les dentistes, eux, on a vraiment cette obligation-là en tant que part de cette professionnel de santé à les déclarer. Et je sais qu'on va pas se mentir, souvent on ne le fait pas parce que manque de temps, parce qu'on n'y pense pas et cetera et souvent on pense surtout à déclarer les trucs un peu bizarres qu'on croise en se disant: «Oh tiens, est-ce que c'est vraiment imputable au médicament ou pas?» et du coup je balance ça au CRPV, ils vont se débrouiller avec. Mais on devrait faire plus attention à ça. Donc parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte? La surveillance de la santé de la population résidente en France constitue l'une des missions de qui? Est-ce que c'est l'OMS, l'AB, l'HAS, la NSFP, l'ARS? La réponse D, oui. Donc ça, il faut savoir que les instances, très franchement, si vous en droit et enfin sur les items de droit et cetera, surtout retenez-les bien, n'hésitez pas peut-être à vous faire un petit organigramme si ça vous aide et cetera. Parce que sachez que pour, l'internat et pour votre future pratique professionnelle, c'est quelque chose qui doit être acquis de savoir qui gère quoi, dans les grandes lignes, hein. On vous demandera jamais du détail, mais au moins quand on vous parle de l'ARS, que vous sachiez: «Ah ben oui, il gère, ça et ça», que la HAS,
Lui, c'est plus les commissions de transparence, l'expertise des hôpitaux, parce qu'on reviendra pas forcément dessus et des fois les gens, pour eux, c'est tellement acquis qu'on vous dira: «Ah oui, bah, c'est machin qui fait ça, il faut que tu l'envoies là-bas» et que tu te diras: il gère quoi du coup?» Enfin voilà. Donc sachez que c'est bien d'avoir quelques petites notions. Donc juste pour revenir du coup sur l'organisation de la surveillance, des populations, donc au niveau planétaire, on a l'OMS, au niveau européen, on a l'ECDC et le réseau européen d'alerte et de surveillance des maladies infectieuses. Au niveau national, du coup, on a la DGS, qui est la Direction générale de la santé, avec la Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique, et au niveau régional, du coup, on a l'ARS et le CIR, donc les cellules d'intervention régionales. Sachez que, en tout cas pour cet item-là, du coup, j'avais fait une superbe fiche, de synthèse sur le drive des adhérents. Surtout, n'hésitez pas à aller la consulter. Elle fait 3 pages, mais c'est 3 pages de définition et vraiment des trucs hyper importants à savoir pour répondre au QCM et pour la suite. Donc, n'hésitez pas à aller la checker, au moins de la lire une fois avant le concours. Donc du coup, quelles sont les notions clés à retenir? Donc les définitions, qu'est-ce qu'un effet indésirable attendu, inattendu? Qu'est-ce qu'un événement indésirable et est-ce pareil qu'un effet indésirable? Et définition sur le mésusage. Donc les signalements, qui est concerné? Qu'est-ce qui peut se déclarer aussi? Parce qu'en fonction, vous allez voir, en fonction des champs de vigilance, par exemple, la pharmacodépendance, lui, ne signalera pas la même chose que la pharmacovigilance, et cetera. Quelles sont les différentes vigilances? Donc comment est-ce qu'on les différencie? Quels sont, les domaines qui sont associés à chacune? Et surtout, comment est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce qu'il y a une organisation locale, régionale, nationale? Ou, est-ce qu'il y a vraiment qu'une organisation nationale et c'est un tout petit truc? Et les méthodes d'imputabilité, quels sont les critères et à quoi ça sert? Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu avec la méthode de Bégaud. La fiche se trouve sur le drive des adhérents pour tous ceux qui ont adhéré, à l'asso. Si vous voulez, je pourrais vous la remettre dans ce drive-là aussi. Enfin, dans le drive de la conférence, j'entends. Du coup, sur les surveillances, et vigilances de la population, est-ce qu'il y a des questions? Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, c'est formidable. C'est que vous avez déjà tout compris. Donc du coup, deuxième grand item, la prévention et la promotion de la santé. Donc il faut savoir que la prévention reste la pierre angulaire de notre système de santé et encore plus de la santé publique, que de plus en plus le pharmacien, et on l'a vu avec l'officine, est de plus en plus un acteur. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir quelques petites notions. Donc parmi les 5 mesures suivantes, qu'est-ce qui relève de la prévention primaire? Et par la même occasion, quelqu'un pourra me donner la définition de la prévention primaire, sur quoi est-ce qu'on joue? Là, ah oui. Et du coup, la prévention primaire, son but est de faire quoi? Diminuer l'incidence, ouais. Éviter, ouais, l'apparition de la maladie. Diminuer le nombre de cas. Donc la prévention primaire, c'est l'ensemble des actes qui visent à diminuer du coup l'incidence d'une maladie, donc c'est la réduction des nouveaux cas. Donc dedans, on peut avoir toutes les actions qui touchent aux facteurs de risque, à la vaccination et aux campagnes de prévention. La prévention secondaire, c'est l'ensemble des actes qui visent à diminuer la prévalence d'une maladie, donc à réduire sa durée d'évolution. Donc là, c'est tout ce qui touche au dépistage. Et la prévention tertiaire, c'est l'ensemble des actes qui visent à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans la population. Donc dedans, on va retrouver tout ce qui est rééducation, les traitements des récidives, les réinsertions des personnes handicapées, par exemple. Donc ça, c'est 3 notions qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'ils posent énormément de questions sur les préventions et c'est des points un peu faciles une fois qu'on sait qui se situe où. Donc là, dans le cas la prévention primaire, la vaccination en fait partie. Donc parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies concernant l'INPES? Donc c'est l'Institut national de prévention et d'éducation de la santé.
Donc cet institut gère quoi? ABE, ouais, c'est pas trop mal. ABDE, je suis plutôt d'accord, ouais. Donc du coup, on va revenir un peu dessus parce que ça, c'est pas un QCM d'anal, c'est un QCM que j'ai rajouté pour vous en parler un peu. Donc en fait, l'Institut national de prévention et d'éducation de la santé a pour plusieurs missions, dont, d'établir les programmes de santé publique, a un rôle aussi d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion. Elle a aussi un rôle sur le développement de l'éducation pour la santé. Elle va aussi gérer tout ce qui est situation urgence et exceptionnelle avec notamment la diffusion des messages sanitaires et après, elle va aussi créer des programmes de formation à l'éducation de la santé. Donc ça, c'est vraiment ses très, très grands rôles. Donc en fait, il faut savoir que pour, devenir un expert, du comportement et des connaissances, d'un point de vue de l'éducation de la santé chez les Français, en fait, elle va réaliser tout ce qui est enquête, études, la mise en place de barèmes pour faire un peu un état des lieux et pour savoir, quel tournant de formation on va prendre et établir, une politique de santé publique cohérente et efficace. Donc cet institut est vraiment l'institut phare de la prévention et de la promotion de la santé et de tout ce qui touche à l'éducatif. Donc là, il y a je vous ai pas mis la quantité de QCM qu'il y a sur la prévention parce que sur la prévention parce que je vous laisserai les faire en anal et cetera parce qu'il y en a vraiment beaucoup et bon, une fois qu'on a compris le principe pour un, vous les aurez pour tous. Donc il faut juste, pour cet item, connaître à peu près les 3 grandes institutions. Donc il y a le CNAM, l'INPES, le CRES et le CODES, qui eux sont plus au niveau régional. Sur l'éducation de la santé, allez retenir au moins la loi de mars, 2002 et pas 2022 pardon, du 4 mars 2002 et retenir que du coup son fondement se base sur la prévention, l'éducation, la réhabilitation, la maintenance et le côté curatif. Donc la prévention, bien retenir les différentes définitions des préventions et savoir les reconnaître en QCM. Et pour la promotion de la santé, ça va beaucoup retourner autour de la charte d'Ottawa de 1986, de la HAS avec toutes ses recommandations et de la promotion de la santé à l'hôpital. Donc ça, c'est des trucs un peu plus abstraits et qu'on voit un peu plus, c'est vrai, quand on est interne parce qu'on est vraiment au cœur du sujet ou au cœur des instituts. Donc on peut vraiment voir qui gère quoi, qui gère, quoi et comment et quels sont les liens entre tout le monde. Mais bon, c'est à peu près les 4 grandes notions qu'il faut retenir. Ça, je dois avoir peut-être une fiche de synthèse un peu vieille qui traîne si jamais ça vous intéresse que je vous la passe. Bon, vous allez voir, elle est très, très courte, mais ça permet peut-être de retenir deux trois trucs pour le concours. Ouais, elle sera pas très belle, je vous préviens. Parce que c'était celle que j'avais faite pour mon concours, donc une fiche un peu faite à l'arrache. Donc politique vaccinale, élaboration, recommandation et évaluation. Donc sélectionnez l'affirmation suivante parmi les propositions. ABD. Oui, 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 c'est ça. Du coup, pourquoi la E est fausse? Parce que grippe, oui. En fait, il faut savoir qu'elles peuvent les vaccins qui sont vraiment contre-indiqués chez la femme enceinte, ça va être les vaccins qui sont, les vivants. Les inertes ne le sont pas, donc par exemple, il y a la grippe, le covid, il y en a quelques autres aussi que j'ai plus en tête, mais voilà, toutes les vaccinations ne sont pas interdites chez la femme enceinte. Donc en France, depuis 2018, la vaccination pour le BCG n'est plus une obligation. Retenez-le bien, parce qu'avant ça l'était. Et aussi, quelque chose de très important avec cet item, c'est qu'il est plus ou moins corrélé à l'item des vaccins qui est dans la section 5. Donc n'hésitez pas à croiser les 2 items entre la politique vaccinale et les vaccins parce que dedans, en fait, vous allez toucher à tout au calendrier vaccinal de 2022 qui est à connaître pour le concours. Donc quels sont les obligatoires, quand est-ce qu'on les fait, et cetera. Donc n'hésitez pas à croiser les 2 items.
Donc bien entendu, la politique vaccinale respecte, les programmes de l'OMS et après il est sous la responsabilité de l'État pour chaque pays. Dans le calendrier vaccinal, une des propositions est fausse, laquelle? La C. Pourquoi la C, du coup, est fausse? C'est un vivant, oui. Les méchants, ils veulent contaminer les femmes enceintes. Non. Donc ça, c'est un grand classique, bah, typiquement du fait qu'il faut vraiment connaître son calendrier vaccinal pour savoir quelles sont les recommandations en vigueur pour l'année du concours. Donc c'est celui de 2022 pour vous. La D est obligatoire. Alors la vaccination pour l'aurore est une obligation, oui. Après, entre le 16e et 18e mois, oui, il faut faire c'est là où la deuxième injection est recommandée. C'est du rattrapage en fait, le 16-18e, enfin 16 et 18e. Entre le 16 et le 18e mois, je vais y arriver. Donc quelles sont les notions clés à retenir pour cet item des politiques vaccinales? Donc quelle est son organisation et qui gère quoi? Bah, vous vous en doutez bien que c'est plus ou moins l'OMS et puis après l'État qui gère. Sa prise en charge, donc quel est le statut du vaccin? Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'en est pas un? Quel est son droit de prescription? Est-ce que seul le médecin a le droit de prescrire ou est-ce que d'autres professionnels de santé le peuvent? Et comment il se rembourse, du point de vue de l'assurance maladie? Au niveau de la politique vaccinale, de savoir au moins sur quoi elle se base et comment est-ce que sa politique évolue et de connaître les 5 indicateurs du suivi d'une politique vaccinale avec les définitions de chaque indicateur, parce que ça, il y a des QCM au concours. Du coup, est-ce que quelqu'un connaît plus ou moins les 5 indicateurs du suivi d'une politique vaccinale? Sans forcément définir ou aller vraiment dans le fond du sujet. Surveillance des effets indésirables, taux de couverture, incidence. Ouais, il y a des bonnes idées en vrai, vous avez des bonnes idées. Et est-ce que vous voyez d'autres trucs qu'on pourrait suivre aussi pour voir si notre politique vaccinale marchait bien? Taux de vaccination, le nombre de vaccinés, ouais. Donc du coup, ça, c'est le premier indicateur, c'est la mesure de la couverture vaccinale, donc c'est le nombre de personnes vaccinées sur la population cible. Après, on va mesurer l'efficacité vaccinale, donc c'est l'efficacité sérologique et clinique, donc une diminution de la fréquence de la maladie. On va avoir une surveillance des effets indésirables, donc il ne faut pas oublier que le vaccin est un médicament, donc il est sous la responsabilité de la pharmacovigilance. On va avoir une surveillance épidémiologique pour suivre l'incidence et la mortalité de la pathologie. Et des études séro-épidémiologiques. Donc là, en fait, on va regarder un peu le profil immunologique par tranche d'âge, savoir par exemple, est-ce qu'il faut mieux faire les rappels à tel moment? Et c'est pour ça que, notamment, il y a quelques années, le calendrier vaccinal avait beaucoup changé, pour les rappels, dans les ROR une fois les 18 ans passés. Donc c'est ça les 5 gros indicateurs, la mesure de la couverture, la mesure de l'efficacité, la surveillance des effets indésirables, la surveillance épidémiologique et les études séro-épidémiologiques.
Donc conduite addictive, prévention et prise en charge. Alors je dois vous avouer que pour cet item-là, j'ai trouvé très, très peu de QCM au concours, donc j'en ai mis un qui me semblait toucher à ça, mais c'est pas un item qui tombe beaucoup, beaucoup. Alors peut-être parce qu'il y a aussi l'item de tox, sur la toxicomanie et que du coup ils font un crossover entre les 2, je sais pas trop. Donc parmi les actions de lutte contre l'alcoolisme, une seule n'appartient pas aux actions de prévention primaires, laquelle? La C. Donc du coup, la C pour vous, c'est quoi comme type de prévention? On va voir si vous avez bien suivi. Secondaire, ouais. Donc vous avez quand même fait quelques notions clés qui pour moi sont un peu essentielles, mais il y en a pas beaucoup. Donc, quel organisme gère, tout ce qui est pharmacodépendance, addictovigilance et cetera? Les définitions d'une dépendance, d'un abus et d'un dopage, les préventions, sur quoi joue-t-on au niveau des facteurs de risque et quelles sont les méthodes préventives qui ont montré leur efficacité et quelle est la prise en charge des conduites, addictives, donc au niveau hospitalier, au niveau du réseau ville-hôpital et est-ce qu'il existe des dispositifs spécialisés sur le domaine? Bon ça malheureusement, j'ai pas de fiche à vous donner parce que l'item je l'ai pas ouvert, je vais pas vous mentir. Je l'avais vite fait survoler et je m'étais pas embêtée à faire une fiche dessus. Mais en tout cas, si je pense que le moniteur, pour ceux qui l'ont ou qui peuvent l'emprunter à la BU ou au moins le feuilleter à la BU, doit au moins en parler. Je vous conseillerais au moins de regarder, la fin de l'item sur le moniteur. Chaque fois, il y a un petit encadré en bref ou en conclusion ou notion clé à retenir. Au moins, retenez ce qui a marqué dedans, au cas où il s'amuse à vous poser des questions, le jour du concours. Donc, médicaments et dispositifs médicaux, définition, statut et aspects socio-économiques de l'hôpital. Alors, il faut savoir que cet item, c'est un item horrible à appréhender. Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Ceux qui sont à Toulouse, de mémoire, l'item est plutôt, et enfin, en tout cas, à mon époque, était plutôt bien géré et plutôt bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à reprendre vos diapos des profs. Je pense que c'est une très bonne base. Et sachez que pour tous les futurs pharmaciens hospitaliers, c'est un peu la pierre angulaire de votre futur métier et il y a beaucoup d'aspects dedans qui sont vraiment à connaître et à comprendre sur le fonctionnement de l'hôpital. Donc parmi les propositions les suivantes, lesquelles sont exactes? Un dispositif médical, BC, peut avoir une finalité de diagnostic qui ne peut faire l'objet d'une injection parentérale. Une finalité esthétique. Alors, pourquoi vous voulez pas mettre la E de vrai du coup? Qu'est-ce qui vous perturbe? La notion de métabolisme? Alors ouais, en effet, Axel a raison, c'est un médicament qui peut avoir, une action principale exercée par le métabolisme. Très bien et donc du coup, si ça fait pas l'objet d'une AMM, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, je dirais pas qui soit équivalent à l'AMM, mais qui est exigé? Le marquage CE. Oh là là, vous êtes trop fort. Donc les bonnes réponses sont bien les B et les C. Donc pour rappel, la définition d'un DM, c'est tout instrument, appareil, équipement, matière, produit à l'exception des produits d'origine humaine ou autres articles utilisés seuls ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destinés par le fabricant à être utilisés chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue ni par des moyens pharmacologiques, ni immunologiques, ni métaboliques, mais dont le fonctionnement peut être assisté par de tels moyens. Donc ça, au concours, surtout retenez bien la définition, DM médicament, ils s'amusent à vous piéger dessus et sachant que c'est des définitions que vous avez très certainement tous appris au cours de votre tronc commun, donc n'hésitez pas à revenir un peu dessus pour, reprendre un peu les bases et avoir quelques notions. Donc parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Les préparations hospitalières, A, B, C, A, E, A, il y a un peu de tout.
Alors du coup, on va partir de la base. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une préparation hospitalière? Qu'est-ce qu'il a défini? Ne se fait qu'à l'hôpital, pas en officine? Oui, en effet. En officine, je vais y arriver, on parlera de préparation officinale. Alors, préparation réalisée en absence de spécialité disponible, préparée pour un ou plusieurs patients, oui, c'est totalement ça. Donc bien entendu, pour la dispenser, on a besoin d'une prescription médicale. On n'a pas le droit de dispenser les préparations hospitalières ou magistrales, comme ça, en mode, YOLO. Donc les bonnes réponses, c'était bien A, E. Donc ça peut être pour un ou pour plusieurs patients et ça, c'est à mettre en parallèle de la préparation magistrale qui est normalement pour un patient donné avec une ordonnance donnée. Même si ça vous concerne pas pour le concours cette année, mais les bonnes pratiques sont en train de changer et il y aura possiblement des réattributions de l'eau possibles. Donc c'est-à-dire que ça ne concernera peut-être plus qu'un seul patient, mais plusieurs patients. Donc ils doivent tous, toutes les préparations, hospitalières, en fait, on fait, des déclarations à l'ANSM, il me semble, tous les ans, si je dis pas de bêtises et en fait, l'ANSM, ça lui permet d'avoir un visu de qu'est-ce qui se fait dans les hôpitaux et ça fait plus ou moins une base, visualisable pour les praticiens hospitaliers de savoir, bah, tiens, lui, il fait tel truc, c'est vrai que moi, je pourrais peut-être le mettre en place dans mon hôpital, ce sera peut-être moins chiant et cetera. Bah, il faut pas oublier que les préparations hospitalières sont du domaine du médicament, donc de la pharmacovigilance et du coup, la l'ANSM gère aussi tout le domaine du médicament, donc c'est pour ça qu'on fait des déclarations à la l'ANSM, qui elle, comme ça, a un visu de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que c'est fait et comment c'est fait. Parce qu'il faut savoir que ces préparations ne sont pas faites, en mode: «Ah vas-y, je vais te trouver ça, ça m'a l'air trop cool, je fais ça comme ça, un peu à la one again». En fait, on suit vraiment la pharmacopée et ou les bonnes pratiques de fabrication et de préparation. Donc c'est très, très réglementé, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. Donc ça, du coup, ça touche un peu à mon stage, c'est pour ça que je peux un peu plus vous en parler, mais les préparations hospitalières sont aussi gérées par les comédims de l'hôpital, enfin c'est vraiment complètement différent de la préparation magistrale. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le côté pharmaco, économie. Donc parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont ou est exactes, peuvent être inscrites dans la lettre en sus, donc c'est ces financements hors GHS. Donc quels médicaments peuvent rentrer dedans? BCDE, ah bien tenté. BE, bien tenté aussi. Et il y a pas totalement du faux dedans. Toutes, non. BC, oui. Donc du coup, est-ce que quelqu'un, pourra rapidement expliquer, en sus, enfin hors GHS, intra-GHS, enfin, à quoi ça peut correspondre plus ou moins pour la prise en charge des médicaments? Ou est-ce que vous avez vraiment zéro notion sur le sujet? Ce qui n'est pas remboursé à l'hosto. Alors heureusement que les médicaments d'exception du coup sont remboursés à l'hôpital parce que tu imagines que sinon, ça ferait un peu chier quand tu débourses, 2 millions pour un médicament que que la sécu ne remboursera jamais. Mais en effet, c'est plus un financement par un forfait, en fait. Il y a le forfait, les intrants GHS, en fait, ça va être les médicaments sont compris dans un forfait. Donc, l'assurance maladie, quand elle rembourse aussi le forfait des médicaments. Et en fait, les hors GHS, c'est des médicaments, du coup, qui sont innovants, qui coûtent cher et ou qui coûtent cher. Et en fait, l'assurance maladie va nous rembourser en plus du forfait sur, une base, qui est définie. Donc c'est pour ça que dedans, on va retrouver tout ce qui est médicaments innovants et ou coûteux et les dispositifs médicamenteux implantables, les dispositifs médicaux implantables parce qu'eux aussi, c'est des dispositifs des fois qui coûtent très, très cher. Donc les stupéfiants n'en font plus partie et les médicaments en accès précoce non plus parce que de toute façon, ils n'ont pas d'AMM et pour pouvoir faire partie de ces listes, il faut une AMM obligatoire. Mais eux, par contre, du coup, il faut savoir que les médicaments, tout ce qui est en accès précoce et cetera, ils sont remboursés, forcément par la sécu. S'ils sont à part et on est entièrement remboursé dessus.
Donc bien entendu, une préparation magistrale n'en font pas partie, hein. C'est les préparations magistrales, à part quelques-unes, elles sont souvent peu coûteuses. Et toutes les préparations ma les médicaments ah si, il y a des médicaments innovants qui ont des AMM heureusement. Par exemple, il y a beaucoup d'anticorps monoclonaux qui sont considérés comme des médicaments innovants et qui sont d'ailleurs sur la liste. Si jamais, vous êtes curieux de savoir, je vais vous donner le lien du ministère. Sachez qu'en fait, le ministère, publie, régulièrement, en fait, la liste des médicaments. Donc là, je vous ai mis le lien, vous allez voir, il y a un très, très gros tableau Excel et ça vous permet d'avoir une idée à peu près de qu'est-ce qui peut être dans cette liste en sus. Donc beaucoup, beaucoup d'anticorps, monoclonaux en font partie, que ce soit côté cancer, infectieux et cetera. Notamment pour les médicaments innovants et coûteux en même temps parce que ça coûte quand même assez cher. Donc parmi les propositions suivantes concernant une spécialité générique, lesquelles sont exactes? ACE, ABCE. Alors du coup, la D, parce que vous êtes plus ou moins tous d'accord que la D n'est pas vraie, pourquoi? Ouais, même ASMR et SMR, c'est une exigence qu'un générique doit remplir. Très bien, Victoire. Ah! Donc les bonnes réponses, c'est A, B, C, E. Donc il faut savoir que c'est les médicaments les génériques d'une spécialité peuvent être, sur la liste de la rétrocession. C'est le cas notamment depuis qu'on a des génériques pour, tout ce qui est lénaligdomide, thalidomide et cetera. Elles peuvent être inscrites sur la liste en sus, oui, parce que ça peut quand même rester des médicaments qui sont innovants et ou coûteux, même si c'est des génériques. Elles peuvent contenir des excipients à effet notoire différents de ceux du produit de référence, c'est exact. Sachant que le générique, sa condition, c'est qu'il doit avoir le même principe actif. Après, pour les excipients, ça peut être différent. Et pour la E, bah, c'est le but justement d'un générique de pouvoir le substituer à n'importe quel autre médicament du même groupe. Donc ça, il y a aussi des listes, des groupes de génériques qui appartient à qui est la spécialité de référence et quels sont tous les génériques qui en découlent. Mais bon, ça, vous le verrez pour tous ceux qui partent après en PH et qui ont besoin de faire des substitutions par des génériques, vous le verrez sur le terrain et on vous donnera les Excel qui changent beaucoup, avec tout ce qui arrive sur le marché, ce qui est retiré et cetera. Donc du coup, je voulais vous faire une petite diapo pour, expliquer la nouvelle réforme. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, d'autres pas. Je ne sais pas trop comment vous vous situez ou ce que les facs, vous ont expliqué ou pas sur le sujet. Donc du coup, en fait, il faut savoir que l'été dernier, il y a eu, une nouvelle réforme qui va a qui a tout chamboulé parce qu'avant on parlait d'ATU nominatif, d'ATU de cohorte, de post-ATU, de RTU et cetera. Donc en fait, il y avait 6 comment expliquer ça? Enfin, il y avait 6 concepts différents qui ont été regroupés en 2 gros concepts. Donc l'accès compassionnel qui remplace, les ATU nominatives et les RTU. Donc c'est des médicaments qui ne sont pas censés, enfin qui ne sont pas destinés à être commercialisés dans une indication concernée. Donc il y a pas ou très, très peu de développement ou alors, celui-ci est pas prévu à l'instant T et il y a aucune démarche, en vue d'obtenir une AMM. Donc en fait, ça va être un professionnel de santé et cetera qui va pouvoir, faire la demande à l'ANSM qui lui va évaluer et décider ce qu'elle fait. Donc soit, il y a une autorisation d'accès compassionnel qui est pour 1 an renouvelable, soit il y a un cadre de prescription compassionnelle pour 3 ans renouvelables, donc ça concerne surtout les ex-RTU. Bon, soit l'ANSM peut carrément aller vous dire d'aller vous faire voir. Donc après, c'est réévaluer tous les ans ou tous les 3 ans, savoir est-ce qu'on continue de donner l'accès compassionnel à cette spécialité-là ou est-ce qu'on l'arrête? Et on a les accès précoces, donc c'est ceux qu'on personnellement, moi, je vois un peu plus à l'hôpital.
Donc c'est tout ce qui va remplacer les ex-ATU de cohorte, les post-ATU et cetera. Donc c'est des médicaments, eux, par contre, qui, sont destinés à être commercialisés dans une indication concernée, donc qui sont présumés innovants et qui a beaucoup de données cliniques qui sont disponibles ou qui sont en cours de recueil, contrairement à l'accès compassionnel. Donc en fait, ça va être le labo qui est un peu comme il va faire sa demande d'AMM, qui là va faire sa demande d'accès précoce. Donc soit, avant de demander l'AMM, donc c'est l'ANSM après qui va dire, oui, non, et cetera et qui va donner, son rapport à la HAS. Soit après avoir obtenu une AMM pour une indication donnée, qui se dirait: «Ah putain, je pourrais peut-être rajouter d'autres indications à mon médicament», qui là va directement, faire une demande à la HAS et là, la HAS va rendre son avis: «Oui, je l'autorise en accès précoce pour un an renouvelable». Et puis après, bah, le médicament, soit il obtient son AMM et c'est très bien, soit après on peut avoir un arrêt possible parce que de nouvelles données, apparaissent dans la littérature et on dit: «Bah, écoutez, on stoppe tout, le médicament, soit on arrête, l'accès précoce, soit la demande d'AMM vient d'être obtenue» et dans ce cas-là, ça tombe dans le droit commun et on a un remboursement qui est classique et périn. Alors j'essaie de faire très light parce qu'en réalité c'est très fort mais bien plus complexe, mais c'est histoire de vous donner de grosses notions en gros et sachant que du coup sur vos copines marquez plus, «Oui, c'est un médicament en ATU» parce que ce terme du coup n'est plus utilisé depuis de juillet 2021. Je pense notamment au paludisme avec, le Malasef. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde. Mmh. Voilà, sachez que dans tous les cas, que ce soit accès précoce ou compassionnel, c'est des médicaments qui viseront à répondre à un besoin thérapeutique qui n'est pas couvert. Donc voilà, si on devait retenir quelque chose, accès compassionnel, c'est les ex-ATU nominatifs et RTU, c'est la NSM qui gère et c'est des médicaments qui n'ont pas à viser à terminer, sur le commerce un jour et qui a très peu de données ou de développement et les accès précoces, c'était tout le reste du coup. Mais c'est des médicaments qui, eux, par contre, sont destinés à être commercialisés un jour et où il y a des données cliniques et du coup, c'est l'HAS qui gère le gros des dossiers. Donc du coup, sur cet item, voici un peu les notions clés à retenir, donc définition du DM et du médicament, les différents statuts les différents types de médicaments, donc qu'est-ce qu'une PH, une PM, une spécialité, un générique et les classifications des DM. Côté pharmacoéconomie, savoir qu'est-ce que le sus-GHS, enfin l'intra-GHS ou l'intra-sus et cetera et accès, compassionnel précoce, comment est-ce qu'on les prend en charge, du point de vue de l'assurance maladie et sur la mise, sur le marché, quels sont du coup les différents acteurs. Bon ça, je pense que c'est acquis plus ou moins pour tout le monde, qui gère quoi. Mais des fois, ça fait du bien de le revoir un peu. Donc là, du coup, on va passer sur les établissements de santé, les structures de tutelle et pharmacies à usage intérieur. Donc c'est vraiment un item incontournable pour tous les professionnels de santé et ça, tout le monde a des notions, que ce soit les biologistes, les médecins ou les pharmaciens, sur le fonctionnement de l'établissement de santé et pour les PH sur la PUI. Donc du coup, commençons. Le pharmacien hospitalier est responsable de l'achat, du stockage et de la délivrance des médicaments. Quelles sont les réponses exactes? D, E. Ouais, alors du coup, pourquoi la A est fausse? Ouais, il y a la C aussi. Qu'est-ce qui conditionne le fait qu'on peut acheter un médicament à l'hôpital? Ouais, il faut qu'il soit sur la liste des collectivités.
Donc ça, amusez-vous à regarder, sur les RCP des médicaments, vous verrez tout en bas, il y a le laboratoire exploitant, il y a le prix et il y a marqué si le liste 1, liste 2 ou non listé et si le médicament est, agréé aux collectivités. Si agréé aux collectivités, ça veut dire que nous, à l'hôpital, derrière, on peut faire des marchés et pouvoir l'acheter. Voilà, c'était le petit tips. Donc les bonnes réponses, c'était CDE. Donc bien sûr, tous les médicaments administrés à l'hôpital, n'ont pas obtenu une AMM, hein, comme on vient de voir, c'est les accès précoces et compassionnels. Donc bien sûr, le pharmacien doit être informé de toute expertise clinique réalisée au sein de son établissement parce qu'il en est aussi, on va dire, comment dire ça? Le garant parce que, il faut qu'il fasse attention à ses excursions de température dans les frigos et cetera pour le rapporter après aux essais et et savoir ce qu'on en fait, ce qu'on détruit et ce qu'on détruit pas et voire même, c'est, lui qui peut aussi les dispenser, au sein de l'établissement. C'est pas le laboratoire qui fait son essai clinique, qui est là pour faire les dispensations. Et en effet, tous les médicaments qui sont destinés à l'expertise clinique sont remis gracieusement à l'établissement pendant toute la durée de l'essai et après ça, si le médicament doit être, mis sur le marché et cetera, bon après on l'achète. Donc parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est exacte? Ouais, c'est bien la C qui est exacte. Est-ce que vous connaissez un peu les missions de la PUI ou est-ce que je vous dis activité et ARS, ça vous parle? Ou est-ce que vous voulez que je vous en parle un peu du coup? Donc en fait, il faut savoir que les PUI, n'ont pas le droit de faire toutes les activités. En fait, il y a des énormes dossiers à remplir qui sont des dossiers d'autorisation, en fait, après qui sont remis à l'ARS de la région dont on dépend et qui va te dire: «Oui, toi, tu as les locaux et le personnel pour faire telle activité, tu as le droit. Non, tu n'as pas les locaux et le personnel pour cette activité ou tu as pas les procédures mises en place pour assurer le bon fonctionnement de l'activité. Du coup, tu n'as pas le droit». Donc du coup, tous les hôpitaux, ne sont pas forcément autorisés à rétrocéder les médicaments, ne sont pas forcément, par exemple, autorisés à faire de la préparation. Il faut savoir que surtout avec maintenant l'existence des GHT, c'est souvent les très gros hôpitaux qui se retrouvent à avoir un préparatoire, agréé par enfin autorisé par l'ARS et que les petits hôpitaux de périphérie ferment leur préparatoire parce qu'ils n'ont plus, l'argent pour l'entretenir. Ils n'ont pas forcément les locaux, pour le débit parce qu'il faut savoir qu'on regarde aussi, par exemple, tu fais X prep à l'année, il faut que tu aies telle grandeur de local, tel personnel et cetera. Donc voilà, donc tout ça, c'est en fait un énorme dossier d'autorisation qui vont autoriser énormément d'activités, dont la rétrocession, la pharmacie clinique, le préparatoire classique, le préparatoire, des chimios, et après ça, tout ce qui est, stockage local, fonctionnement et cetera. Donc du coup, c'est pour ça que le privé comme le public est concerné par ces autorisations, donc c'est pour ça que le privé peut rétrocéder aussi s'il a l'autorisation. Une chose à savoir, tous les médicaments de la réserve hospitalière ne sont pas du tout rétrocédables. On n'a pas le droit de le faire, ils sont obligatoirement utilisés à l'hôpital. Donc typiquement, si un patient en aurait potentiellement besoin, souvent après on le met en HAD parce que ça reste un service de l'hôpital et là, du coup, le patient peut bénéficier de des médicaments de la réserve hospitalière, mais on ne peut pas les rétrocéder. Est-ce que vous avez des questions? Et du coup, tous les médicaments ne sont pas non plus rétrocédables. C'est-à-dire qu'il y a aussi des listes, faites par le ministère, des énormes tableaux Excel où on te dit: «Oui, tu as le droit de le rétrocéder. Non, tu n'as pas le droit de le rétrocéder». Du coup, pas de questions, je passe à la suite? Yes, allez. Les établissements de soins ont des missions communes à tous, lesquelles?
A, B, C, E, ouais. Pourquoi la D est fausse? Que les CHU, oui. L'enseignement universitaire, c'est les CHU qui peuvent le faire, pas les petits CH. Mais après, ça ne leur empêche pas, par contre, d'avoir des internes et de les former. Mais ce n'est pas une obligation, enfin, ça ne fait pas partie des missions communes. Donc bien sûr, hein, bien entendu, tous les établissements de santé, participent aux actions de prévention et d'éducation pour la santé. Tous doivent dispenser aux malades les soins nécessaires, sans discrimination sur leurs ethnies, la géographie des patients, sans discrimination tout court, hein, et ils doivent tous assurer que tous les examens de diagnostic, de surveillance et de traitement seront mis en place pour le patient. Donc, voici un peu les notions clés à retenir pour cet item. Donc, quels sont les différents types d'établissements et leur répartition en France, histoire d'avoir une idée public-privé, déjà la répartition des lits et aussi quels sont tous les établissements, de santé. Quelles sont les missions du service public et des établissements? Ça, il faut savoir qu'il y a quelques QCM dessus et c'est bien quand même de l'avoir un peu potassé. Comment sont organisés les établissements et les mises sous tutelle? Donc, y avoir une idée un peu bon, ça, c'est très utile quand vous prendrez vos fonctions d'interne, peut-être beaucoup moins, je pense, pour le concours. Mais, comment est-ce qu'est organisé l'hôpital? Quelles sont les différentes commissions pouvant siéger à l'hôpital? Et qu'est-ce que le livret thérapeutique? Et la PUI, quels sont les aspects réglementaires et quelles sont les missions de la PUI? Donc ça, il y a des QCM au concours, donc au moins avoir un premier abord et bien sûr, de toute façon, surtout pour ceux qui finiront en pharmacie hospitalière, vous le reverrez tout au long de vos cursus parce que c'est hyper important, voire même vous pourrez être mis sur, des missions justement de remplir les autorisations, de la P des PUI pour, l'ARS. Moi, ça a été mon cas sur mon premier stage et c'est hyper intéressant de voir, du coup, comment ça fonctionne et tout ce qu'on vous demande et je peux vous dire que la liste est très, 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 très longue avec beaucoup, beaucoup de restrictions. Mais c'est là qu'on voit qu'au final, ces items, peuvent servir un jour dans la vie courante de votre métier. Donc pour le droit des patients, c'est un item que je ne maîtrise absolument pas et qui est très complexe. Donc du coup, je n'ai il y avait quelques QCM. Eh non, vous apprenez pas tout ça pour rien. Vous imaginez un peu, ça peut être utile. Non, très franchement, il y a des items qui sont vraiment hyper utiles parce qu'il faut savoir que vous soit bio ou PH. Et dans tous les cas, vous allez très vite voir qu'à l'hôpital, il faut vraiment bien connaître comment s'organiser, connaître la pharmacoéconomie parce que c'est hyper important, en fait. Et vous serez peut-être amené à être en stage en PH, sur les achats, DM et médicaments et là, la pharmacoéconomie, vous allez en manger à toutes les sauces. Donc droit des patients, je il y a quelques QCM qui traînent dans la base de données, je vous laisserai les faire. Moi, je suis absolument pas apte à vous en parler et je préfère pas faire de carnage. Mais item, très important aussi pour un futur professionnel de santé. Donc là, on va passer sur les items des risques iatrogènes et risques nosocomiales. Donc je trouve que c'est un item qui peut être très vite couplé à l'infectiologie en réalité. Donc concernant les infections nosocomiales, quelles sont les propositions exactes? Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. B, C, D, E. Donc c'est B, D, E, les bonnes réponses. Donc le port du masque, c'est pas la mesure la plus efficace. Est-ce que vous en voyez une qui vous saute aux yeux et auquel on fait, énormément de prévention, et de martèlement à l'hôpital? Le lavage des mains, c'est hyper important. C'est vraiment la mesure pour prévenir des infections nosocomiales. Donc du coup, pour revenir un peu sur les définitions de qu'est-ce qu'une infection nosocomiale, donc c'est une infection qui est acquise dans un établissement de santé, donc qui sera développée au cours d'un séjour hospitalier si elle n'était pas en incubation ni présente à l'admission. Donc c'est pour ça que souvent on a le délai d'apparition qui est de 48 heures et en chirurgie, il faut savoir que les infections du site opératoire, sont considérées comme infections nosocomiales dans les 30 jours après l'intervention et jusqu'à 1 an pour tout ce qui est chirurgie orthopédique et les prothèses.
Et au niveau de l'organisation, donc il y a plusieurs, organismes, donc le CLIN qui est local, le CCLIN qui est régional et CTIN qui est national, donc lui qui va chapeauter tout le monde et qui va regrouper toutes les informations. Pourquoi la D est fausse? Non, la D est vraie. La bonne réponse c'est BDE. Et en effet, Escherichia coli, c'est la bactérie la plus fréquente dans les infections nosocomiales. Bah, on déclare pas à l'ARS, du coup on déclare au CLIN. Les infections nosocomiales sont déclarées au CLIN qui après gère, ces déclarations. Alors il faut pas confondre du coup maladie à déclaration obligatoire et les infections nosocomiales. En effet, l'une est déclarée à l'ARS, la maladie à déclaration obligatoire, donc par exemple la listeria, et cetera. Et au CLIN, c'est toutes les infections nosocomiales sont déclarées au CLIN. Donc il faut savoir que, dans chaque hôpital, normalement, il y a un CLIN, CLIN, je sais pas comment ça se prononce, qui existe et qui gère ça. Alors, tu parles au niveau bactérien. Alors moi j'avais un E. coli, Staphylococcus aureus et aeruginosa dans les plus fréquents. Après du côté virus, j'avais adénovirus, rotavirus et coronavirus et au niveau parasito et mycologie, c'est Candida et Aspergillus. Et du coup, tiens, on va faire une petite question de cours. Quel est le principal site de l'organisme qui va être atteint par une infection nosocomiale? Urinaire, ouais. Est-ce que vous avez une idée au niveau urinaire, ça représente à peu près combien de pourcentage, d'infections nosocomiales? Ou quelle part? 80. Alors c'est un tiers, hein, des infections, nosocomiales, le site urinaire, ce qui est énorme. Beaucoup, beaucoup chez les patients sondés d'ailleurs. Et après, la première cause en service de réanimation d'infection nosocomiale, quel est le site? Pneumo, ouais. Les pneumopathies, c'est la première cause en service de réa et aussi la première cause de décès. Après, il peut y avoir d'autres sites, hein, sur cathéter et cetera. Mais qui, eux, sont un peu moins gros. Du coup, quelqu'un me demandait de répéter. Alors du coup, les principaux sites, c'est urinaire, après tout ce qui est pulmonaire, les ISO, donc les infections du site opératoire et après tout ce qui est sur cathéter, et cetera. Et au niveau des micro-organismes, donc les bactéries cumulent les infections nosocomiales avec Escherichia coli en tête. Dedans, on a aussi le staphylocoque doré et Pseudomonas aeruginosa. Après, au niveau des virus, on a l'adénovirus, le rotavirus et le coronavirus. Et au niveau parasito-myco, on a Candida et Aspergillus. Et si vous deviez me citer un facteur favorisant les infections nosocomiales, lequel vous me donneriez? L'immunodépression, ouais. Et le deuxième? Allez, on va être joueur. Alors ça, c'est un acte, en effet. Neutropénie, l'âge. L'âge, ouais. Il faut savoir que, de gros facteurs favorisants, c'est les immunodépressions qui peuvent être dues soit aux médicaments, soit, à des pathologies, sous-jacentes et le sujet âgé peut être très à risque d'infection nosocomiale et le nouveau-né, du coup, les 2 âges extrêmes. Après oui, la durée du séjour, le service de l'hôpital, c'est sûr que quelqu'un qui est en réanimation ou en service, au SMIT, donc service, des maladies infectieuses et tropicales n'aura pas le même risque que quelqu'un qui est, je sais pas, en service ORL, ce genre de petites choses. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet item? Donc quelle est la définition d'une infection nosocomiale en milieu hospitalier, en chirurgie et comment est-ce qu'on organise et on collecte les données? Donc les modes de contamination, origine endogène et origine exogène, quels sont les différents sites et les différents germes et quels sont les moyens de prévention individuelle et collectifs?
Donc vous en avez cité un qui est énorme, le lavage des mains et aussi le port du masque pour, notamment tout ce qui est, infection, qui se transmet par les aérosols. Mais après il y en a plein d'autres, il y a le nettoyage des locaux et cetera. Donc risque sanitaire lié au caractère, tu peux répéter la fréquence des infections nosocomiales urinaires? Ça représente plus d'un tiers des infections nosocomiales, le site urinaire. Donc quels sont les risques sanitaires liés aux caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des eaux? Question: quels sont les gemmes tests de contamination fécale recherchés dans un contrôle bactériologique des eaux d'alimentation? BCD. Putain, vous êtes au taquet. J'aurais peut-être pas dû prendre des QCM d'anal, en fait. Donc du coup, ça, c'est ça, c'est vraiment le QCM qui tombe tout le temps au concours, concernant cet item et ils le mettent sous toutes les formes, mais c'est toujours les mêmes questions, les mêmes réponses qui sont attendues. Donc si on devait retenir quelque chose, c'est qu'on doit regarder au niveau des germes totaux, les eaux, d'alimentation, pour regarder, quel est le seuil à partir duquel on dit qu'il est contaminé ou pas. On recherche aussi, les agents pathogènes comme la salmonelle, le staphylocoque et l'entérovirus, donc ceux-là doivent être, absents. Et l'absence de germes d'indicateurs de contamination, donc c'est tout ce qui est coliformes totaux, les streptocoques, les bactériophages et le Clostridium sulfito-réducteur. Donc c'est pour ça que c'était les BCD. Donc ça, c'est le dernier paragraphe, c'est vraiment les germes qu'on recherche à plus pour l'indicateur de contamination. Bon après tout ce qui est salmonelle, staphylocoque et entérovirus, au final, on les recherche dans énormément de choses, dont aussi du côté purement alimentaire, hein, parce que ça peut être des vecteurs de Thiac, ou autres pathologies pas très réjouissantes. Du coup, pourquoi pas la E? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, contamination fécale parce qu'on ne retrouve pas dans l'eau. Ah voilà, vous avez les bonnes réponses. Donc il faut savoir qu'on me parle des staphylocoques aussi en règle générale, hein. Par contre, le Staph aureus, du coup, on va le rechercher quelque part, où il ne faut absolument pas qu'on le retrouve. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ah, portage nasal, ouais. Désolée, la question était peut-être nulle. On fait des recherches de portage nasal et aussi ça peut arriver qu'il y en ait certains qui l'aient sur la peau et ça peut poser problème pour les personnes qui travaillent dans l'alimentation. Je sais pas si à un moment donné dans ce qu'on vous fait apprendre pour le concours, on vous parle, vous savez, des crèmes à mettre, des crèmes antibio pour s'en débarrasser. Je sais pas si ça parle à quelqu'un? Ouais, le mupiderme, voilà, je cherchais le mot. Donc là, je vous ai pas fait toute la liste, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent pour cette foutue, contamination. Donc surtout, hésitez pas, pour tous ceux en plus qui sont sur e-pharma, de faire le module d'entraînement. Vous mettez droit et pharmaceutique et santé publique. Il y a 88 QCM dans la base de données. Je vous conseille de tous les faire au moins une fois, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Concernant les eaux, il faut connaître les différents types d'eau et les qualités à respecter.
Ça, il y a eu quelques QCM qui sont tombés, mais ils sont plutôt rares et ça vous sera surtout utile à l'hôpital. Quelles sont les techniques, de traitement des eaux? Quelles sont les différentes, contaminations avec les germes recherchés et limitations sur le prélèvement et la réglementation? Donc qui gère derrière et quels sont les types de textes réglementaires? Du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de la réglementation qui derrière fixe les textes réglementaires ou sur quel livre de droit on va les retrouver? CSP, ouais. C'est le code de la santé publique qui va gérer. Il y a aussi des références de qualité qui légifèrent la réglementation du contrôle. Donc après, oui, tout ce qui est agence de santé publique et cetera qui va être derrière. Et du coup, tiens, petite question à chaud. Qu'est-ce que vous connaissez comme type d'eau? L'eau PPI, ouais. L'eau pour dialyse, ouais. Bon, il y a l'eau pour à usage alimentaire aussi, la Volvic. Il y a aussi, l'eau stérile pour irrigation. Il y a l'eau chaude, l'eau pour, soins standards, l'eau bactériologiquement maîtrisée, l'eau purifiée, l'eau potable stérilisée aussi qui est très utilisée pour les immunodéprimés. Et du coup, l'eau PPI est codifiée par qui? Question piège. La pharmacopée, oui. C'est exact. Du coup, j'espère que la conf vous a plu. Donc la prochaine, c'est génétique et je voulais voir d'ailleurs avec vous, comme c'est moi qui l'a fait la semaine prochaine, quel format vous souhaitez? Est-ce qu'on refait aussi, full QCM? Parce qu'il faut savoir que l'an dernier, du coup, j'en avais fait une qui était tournée un peu, cas clinique, donc j'ai pas trop d'idées pour refaire un autre cas clinique autre que celui de l'an dernier et ça me fait un peu chier de reprendre et de refaire exactement le même, sachant que la conf est disponible sur YouTube si vous voulez la revoir. Du coup, est-ce que des QCM, ça vous irait ou est-ce que vous avez une envie de quelque chose? Ouais, QCM, donc QCM et on peut faire, des petits rappels de cours, des choses vraiment, alors, Amandine, ouais, ouais, on peut faire je peux voir pour faire des QCM avec des arbres et que vous deviniez le type de transmission et cetera. Ouais, il y a aucun souci, ça peut même être hyper, hyper cool. Et petit exo. Alors petit exo, je vais tenter de quelque chose. Si vous voulez, on peut corriger, l'exo du CBN de l'an dernier que j'avais fait, que vous avez tous, kiffé pour les doublants. Ceci est une blague, hein, je ne pense pas que vous l'avez kiffé cet exo de merde, mais du coup, si vous voulez, si vous voulez, on peut le corriger pendant la conférence si ça tente des gens et du coup, je vous conseille je vous le remettrai sur le drive et je vous conseillerais de le faire au moins avant, histoire de le préparer. Alors ouais, ouais, désolé. Du coup, hashtag sujet de merde Aurélie, c'est totalement moi, la pharmacodynamie, du coup, voilà, je me dévoile, c'était moi aussi qui était derrière. À propos des QCM, au niveau des fautes tribunal correctionnel, c'est devenu HP ou c'est partie des systèmes cachés? Alors, je dois t'avouer que du coup, ces QCM-là, je n'ai jamais su d'où ça sortait. Pour moi, ça fait partie, je ne sais même pas quoi, peut-être des établissements de santé et des PUI? Ce serait très bizarre. En vrai, il y a pas grand-chose à retenir donc et ça fait longtemps que c'est pas tombé. Droit du patient aussi, ça pourrait être, ouais. En cas de faute, qui gère, qui est pénalement responsable, qui gère quoi? Ouais, bah, Johan, si tu viens de Toulouse, je peux comprendre que ça te fasse un mauvais flashback. Tout le monde a connu cette, prof géniale. Ouais, je suis encore traumatisée, hein, par ma D1, ne t'en fais pas. C'est un PTSD que je traîne depuis 6 ans maintenant. Moi, franchement, je vous conseillerais quand même que pour les fautes, que vous fassiez une petite fiche, ça tient peut-être en 3 phrases et de savoir qui gère quoi en cas de faute. Ne serait-ce aussi que pour vous, en cas d'un jour de problème, bah, de savoir en fait qu'est-ce que vous risquez.
c'est quand même hyper important en tant que professionnel de santé. Et si vous voulez, je pourrais revenir un peu sur la loi de Hardy-Weinberg, sachant que pour tous ceux qui disposent du superbe de Boeck génétique, il y a, un exo à la fin, que je vous conseille d'aller faire. Il y a aussi un cas clinique de mémoire. Donc surtout, allez le faire aussi parce que c'est un petit entraînement en plus, même si il y a quand même très, très peu de chances que ça tombe en exo ou en cas, un jour. Mais il faut être préparé à toute éventualité avec, le conseil scientifique du CNG. Et du coup, la semaine prochaine, il y a une conférence, enfin, il y a une call aussi pour tous ceux qui veulent y participer. C'est une call qui sera encore faite cette fois par Cédric, donc surtout allez-y. Très bon, il fait des très, très bons sujets et je pense que ça peut être pas mal, sachant que ça va faire partir des dernières calls et on s'excuse encore pour, toutes les démissions qu'il y a eu au niveau des dates d'école parce qu'on voulait en faire beaucoup, beaucoup plus cette année et au final, bah, on s'est tous retrouvés dans des stages un peu merdiques sur ce semestre-ci et on s'est fait happer, par le travail, en fait. Donc du coup, on a dû en décommander beaucoup et on est vraiment, vraiment désolé. Et pour tous ceux qui me posent des questions, la call 4, j'essaie d'harceler Florine qui ne me répond toujours pas, donc du coup, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Dans tous les cas, je crois que le replay, je l'ai mis sur le drive au moins si elle avait fait la conférence. Si elle avait fait la correction en live, au moins que vous ayez quelque chose et n'hésitez pas à aller la regarder si c'est le cas. Ouais, elle avait un peu corrigé, bon, c'est déjà ça. Dès que j'ai la correction promis, hein, je vous mets un gros message sur Discord et je vous le dis. Pour le Staphylococcus, bah, il y a plusieurs raisons, hein. Il y a déjà, est-ce qu'on le retrouve dans l'eau? Est-ce qu'il est résistant dans l'eau? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va mourir? Est-ce qu'il est émis au niveau des matières fécales? Chose que je ne suis pas totalement sûre. Alors pour les corrections, là, en fait, il faut savoir qu'il me manque un exo, que tous les cas, j'ai toutes les corrections, qu'il faut juste que je compile, mais pour moi, là, ça a été un peu le rush au travail, donc pareil, j'ai pas trop pu le temps de me poser. Il me manque juste l'exo 5 de Léa, sur la chimie ANA pour pouvoir vous donner les corrections. Et sachant que bon, bah, pour les QCM, vous les avez sur le site déjà. Donc, Marvin a donné sa correction, de radioactivité sur le Discord. Et moi, j'ai bientôt fini, enfin bientôt fini, c'est un grand mot. J'ai bien avancé vos corrections de copie d'Exo 1 et d'Exo 2. Et d'ailleurs, je proposerais, si ça vous tente, comme on est en petite communauté, un jour de peut-être vous revenir sur la correction de l'enzymo ou sur les notions d'enzymo parce que au final, beaucoup de personnes m'ont dit: «Ah mais l'exo était très facile» et les notes sont, heu, déplorables, c'est le terme, parce que la moyenne est pour le moment à 9. Il y a moyen, sur la PD aussi, je peux vous faire un petit truc. Ouais, ouais, Johan, les notes sont bah, en fait, reflètent vraiment le vrai concours des notes d'enzymologie. Parce que j'ai accès, beaucoup, beaucoup de points, du coup, à la rédaction comme ce qui est le cas le jour J.